Imaginez Paris en mars 1942. La ville est sous l'occupation nazie, les rues sombres, les lumières tamisées par le couvre-feu, et l'air chargé d'une tension palpable. C'est dans ce contexte de guerre et d'incertitude, au cœur du 16e arrondissement, boulevard Murat, que naît Françoise Paulette Louise d'Orléac, le 21 mars à l'aube. Fille aînée d'une famille d'artistes, elle est le premier fruit de l'union entre Maurice d'Orléac, un acteur de théâtre charismatique et un peu cabotin, connu pour ses rôles dans les vaudevilles et les pièces de boulevard, et Renée Simoneau, une soprano lyrique reconvertie en actrice de doublage, celle qui prêtera sa voix chaude et veloutée à des icônes hollywoodiennes comme Judy Garland dans Le Magicien d'Oz ou Ingrid Bergman dans Casablanca. Maurice, avec son nez aristocratique et son humour pince sans rire, avait fui les planches pendant la guerre pour protéger sa famille. Renée, avec sa grâce naturelle et sa détermination farouche, enseignait déjà le chant à domicile pour joindre les deux bouts. Françoise grandit dans un appartement modeste mais rempli de rires et de répliques théâtrales, entourée de livres de Molière et de disques de Charles Trenet. Bientôt, ses sœurs suivent. Daniel en 1941 non. Attendez, la chronologie familiale est un peu brouillée par la guerre, mais Daniel est l'aîné demi-sœur par alliance, puis Sylvie en 1946, et enfin Catherine, la cadette, en 1943, qui deviendra l'ombre bienveillante et rivale de sa carrière. 4 filles, toutes destinées aux planches ou à l'écran, dans une maison où les dîners se transforment en auditions improvisées. Françoise était la plus vive, la plus espiègle, se souviendra Catherine des décennies plus tard dans une interview rare. Elle illuminait la pièce comme un feu follet. Dès l'enfance, Françoise est une petite tornade blonde aux yeux verts pétillants, une gamine qui grimpe aux arbres du boulevard Murat et qui, à 5 ans, récite des monologues de Racine pour amuser ses poupées. La guerre marque son imaginaire, les sirènes d'alerte, les rations alimentaires, les histoires chuchotées de résistants. Mais c'est le théâtre familial qui l'initie. À 8 ans, elle monte sur les planches pour la première fois, dans une pièce scolaire, et là, sous les projecteurs improvisés, elle découvre cette ivresse, le regard du public, l'applaudissement qui efface les peurs. Ses parents, prudents, l'inscrivent au cours de théâtre du quartier, où elle apprend à moduler sa voix rauque, héritée de sa mère, et à danser avec une grâce féline. Adolescente, elle pose déjà pour des photographes de mode, son visage anguleux et ses lèvres pulpeuses attirant l'attention des magazines comme Elle ou Vogue. Mais Françoise n'est pas une beauté froide, elle est vive, rieuse, un tourbillon de joie de vivre qui contraste avec la mélancolie de sa sœur Catherine. « J'ai toujours voulu être libre », dira-t-elle dans une interview de 1965, libre comme le vent de Paris, sans chaîne ni regret. C'est cette liberté qui la pousse, à 15 ans, vers le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, où elle entre en 1957, bourse en poche, payée de ses cachets comme mannequin pour Christian Dior. Là, au milieu des jeunes talents parisiens, elle affine son art, elle excelle dans les rôles de jeunes premières espiègles, mais révèle aussi une profondeur inattendue dans les drames intimes. Ses professeurs la décrivent comme une flamme, brillante, mais fragile. En parallèle, elle double des films étrangers, utilisant la voix de sa mère comme modèle, et rêve déjà d'Hollywood, de ces étoiles qu'elle admire en cachette, Audrey Hepburn pour son élégance, Marilyn Monroe pour sa vulnérabilité. L'adolescence de Françoise est un mélange de discipline et de rébellion, des nuits au cabaret du Tabou avec des artistes bohèmes, des fugues en scooter le long de la Seine, et des disputes passionnées avec ses parents sur son avenir. Le théâtre, c'est ma vie, confie-t-elle à 17 ans, mais le cinéma, c'est mon rêve. Et ce rêve commence à se concrétiser. À 17 ans, en 1959, Françoise fait ses premiers pas au cinéma. Son rôle, une apparition fugace dans Mensonges, un court-métrage anonyme où elle incarne une jeune fille tourmentée par l'amour. Rien de retentissant, mais suffisant pour attirer l'œil de réalisateurs mineurs. Elle enchaîne avec des petits rôles dans Les Loups dans la Bergerie, 1960, une comédie légère où elle joue une étudiante effrontée, et Les Portes claquent, 1960, déjà aux côtés de sa sœur Catherine, qui, plus jeune, vole la vedette dans un rôle de gamine mutine. « Nous étions comme le jour et la nuit », racontera Catherine. Françoise était le soleil, chaude, imprévisible, moi, la lune, distante, calculée. Ses débuts sont modestes, mais Françoise y met une énergie débordante. Pour vivre, elle pose pour des publicités, cigarettes gitanes, robes de cocktail et danse dans les clubs de Montparnasse, où elle rencontre l'amour pour la première fois, Jean-Pierre Cassel, ce beau gosse du cinéma français, avec qui elle partage une idylle torride en 1960. Ils se voient au Happy Club, un nightclub branché, et c'est le coup de foudre, ballet endiablé, promenade nocturne, et un amour qui inspire à Cassel ses meilleurs sketchs. Françoise était l'amour de ma jeunesse, écrira-t-il dans ses mémoires en 2004. Elle riait comme personne, et dans ses yeux, je voyais l'avenir. Mais l'amour, chez Françoise, est fugace, comme ses rôles. Elle rompt pour se concentrer sur sa carrière,
et signe son premier contrat sérieux avec le théâtre. En 1960, elle triomphe dans Gigi de Colette au Théâtre Antoine, incarnant la jeune héroïne avec une fraîcheur qui fait salle comble. Le public parisien la découvre, mince, élégante, avec cette voix husky qui trahit une sensualité sous-jacente. C'est l'époque de la nouvelle vague, ce vent de liberté qui secoue le cinéma français. Truffaut, Godard, Resnais, ils cherchent des visages neufs, des âmes rebelles. Françoise, avec son profil de gamine fatale comme la surnomme Vogue, est pile dans l'air du temps. En 1962, elle joue dans L'Amant de 5 jours, une comédie romantique où elle séduit Henri Serre, et dans Nous irons à Deauville, un vaudeville léger qui la révèle en ingénu espiègle. Mais c'est en 1964 que l'ascension fulgurante commence. 2 films la propulsent au rang d'étoiles, La peau douce de François Truffaut, où elle incarne Nicole, une hôtesse de l'ère adultère, femme fatale tourmentée par le désir et la culpabilité. Truffaut, fasciné, en fait s'amuse. Françoise a cette fragilité qui rend l'amour tragique, dira-t-il. Le film, drame intime sur l'infidélité, remporte un accueil critique élogieux, et Françoise y déploie une palette émotionnelle stupéfiante, rire nerveux, larmes contenues, regards qui transpercent l'écran. Puis, la même année, L'homme de Rio de Philippe de Broca, un pastiche bondien avec Jean-Paul Belmondo. Là, elle est la complice enlevante, agile et mutine, courant après des statues volées au Brésil. Les scènes d'action poursuites en hélicoptère, sauts en moto mettent en valeur sa silhouette élancée et son humour pétillant. Le film est un triomphe au box-office, 4 millions d'entrées, et Françoise devient la coqueluche de la France. Avec Belmondo, c'était comme danser avec le diable, plaisanterait-elle. On riait entre 2 cascades. Ses succès l'amènent à l'international. En 1965, elle tourne Jean-J. Cannes à Londres, épique historique avec Omar Sharif et James Mason, où elle joue une princesse mongole farouche. Puis Where the Spies Are, espionnage british avec David Niven, où son accent français charmant vole la vedette. Hollywood l'appelle, des auditions pour Hitchcock, des propositions pour des rôles secondaires chez MGM. Mais Françoise reste fidèle à Paris, à sa liberté. Elle vit désormais boulevard Murat, en face de l'appartement familial, dans un 2 pièces rempli de vinyles et de scripts. Sa vie privée bouillonne, une brève liaison avec Truffaut en 1964, passionnée mais platonique, inspirée par les nuits de tournage, une romance avec le photographe Albert Kosky, discret et protecteur. Et toujours, l'ombre de Catherine. Les sœurs se téléphonent tous les soirs, se conseillent sur les rôles, rient de leur conquête. Nous étions complémentaires, dira Catherine. Françoise m'apprenait à vivre, moi, à rêver. 1966 est l'apogée. Cul-de-sac de Roman Polanski, film noir expérimental tourné sur une île écossaise battue par les vents. Françoise y est Teresa, une femme hystérique et sensuelle, piégée dans un triangle amoureux absurde avec Donald Pleasance et Lionel Stander. Polanski, génie tourmenté, la pousse dans ses retranchements. Tu dois être la tempête elle-même. Le résultat ? Un chef-d'œuvre de la nouvelle vague, Ours d'argent à Berlin, et une Françoise acclamée pour sa folie contenue, son corps tendu comme un arc. C'était libérateur, confie-t-elle. J'ai crié tout ce que je retenais. Puis, en 1967, Le Sommet, Les Demoiselles de Rochefort, comédie musicale en technicolor de Jacques Demy. Aux côtés de Catherine, Gene Kelly et Georges Chakiry, elle incarne Delphine, la prof de danse rêveuse, en quête d'amour à Rochefort. Les chansons de Michel Legrand, chansons des jumelles, de la musique et des rêves deviennent hymnes. Les sœurs, teintes en blond platine, dansent en synchronie parfaite, leurs voix entrelacées comme un duo mythique. Le tournage est une fête, rire sur le plateau, dîners arrosés, et une complicité sororale qui transperce l'écran. Avec Françoise, c'était magique, dira Demy. Elle apportait la lumière, Catherine, la profondeur. Le film sort en mars 1967, triomphe mondial, 1,8 million d'entrées en France, nomination aux Oscars. Françoise, à 25 ans, est au zénith. Elle tourne aussi Billion Dollar Brain de Ken Russell, espionnage british avec Michael Caine, où elle joue une agent double enneigée en Finlande. Les critiques saluent sa présence magnétique. Elle rêve maintenant d'Hollywood, un rôle dans un film de Preminger, des auditions pour Bonnie and Clyde. Sa vie est un tourbillon, nuit blanche à Saint-Tropez, fête avec les Beatles à Londres, et une énergie insatiable. Je vis à 100 à l'heure, dit-elle à un journaliste. Demain, qui sait ? Mais demain arrive trop vite. Le 26 juin 1967, un lundi d'été étouffant. Françoise achève le doublage de Les Demoiselles de Rochefort en version anglaise. Elle doit s'envoler pour Londres, une projection privée, des négociations pour un contrat hollywoodien. Pressée,
Elle loue une Renault 10 rouge à Nice. La Côte d'Azur est ensoleillée, mais une averse soudaine rend l'autoroute glissante. À 110 km/h, direction l'aéroport, elle rate la bretelle de sortie de Villeneuve-Loubet, à 10 km de Nice. La voiture heurte un panneau de signalisation, fait plusieurs tonneaux, et s'embrase dans un fracas infernal. Des témoins, automobilistes bloqués dans les embouteillages, voient une silhouette se débattre à l'intérieur. Françoise tente d'ouvrir la portière, ses mains griffant le métal chauffé. Mais les flammes l'engloutissent. Elle meurt sur le coup, à 25 ans, son corps carbonisé au point d'être méconnaissable. Les gendarmes l'identifient grâce à son chéquier, son agenda et son permis de conduire, intact au milieu des débris. La nouvelle tombe comme un coup près. Paris s'arrête. Truffaut, effondré, annule des interviews. Belmondo pleure en public. Polanski, hanté, boit une semaine entière. Catherine, en tournage à Rome, s'effondre. C'était ma moitié, balbutiera-t-elle. Le monde a perdu son éclat. Les funérailles, le 29 juin au cimetière de Seine-Port, sont un cortège de stars endeuillées, Deneuve en noir, Cassel les yeux rougis, Demy avec un bouquet de roses blanches. La presse titre « La mort d'une étoile ». L'enquête conclut à un accident banal, vitesse excessive sous la pluie, frein défaillant. Mais les rumeurs fusent. Sabotage? Malédiction des d'Orléac? Non, juste le destin cruel. Françoise est inhumée dans la tombe familiale, sous un saule pleureur, avec cette épitaphe simple. Françoise d'Orléac, 1942 à 1967. Son dernier film, Billion $, Brain, sort posthumément en 1967, intact, comme un adieu muet. La mort de Françoise laisse un vide béant. Catherine, rongée par la culpabilité, pourquoi elle et pas moi? Se replie, refuse les interviews pendant des années. En 1998, enfin, elle brise le silence. Françoise était la plus talentueuse. Elle avait tout, la beauté, l'humour, la liberté. Sa mort m'a volé une sœur, et le cinéma, une reine. Les hommages affluent. En 2010, un camélia est baptisé Françoise d'Orléac. En 2017, pour les 50 ans de sa disparition, la Cinémathèque française lui consacre une rétrospective, avec les demoiselles projetées en sa présence fantôme. Guy Bédouin, qui la courtisait, avoue en 2020 « J'avais une fiancée, Françoise. Depuis, je ne passe plus devant le Louvre sans la voir. » Truffaut, dans Cahiers du cinéma, écrit « Elle était la joie incarnée, une actrice qui faisait chanter l'image. » Aujourd'hui, en 2025, Françoise reste une icône. Ses films restaurés en 4K circulent sur les plateformes, inspirant des réalisations comme Portrait de la jeune fille en feu. Elle symbolise ses étoiles dès les années 60, consumées trop vite, comme James Dean ou Romy Schneider. Sa vie, un éclair, 25 ans de passion, 16 films, une sœur immortelle. Sa mort, un tragique rappel, la gloire est fragile, comme une Renault sous la pluie. Mais dans Les Demoiselles, quand elle chante « Nous irons à Paris, ville lumière », on entend encore son rire. Françoise d'Orléac n'est pas partie. Elle danse, éternelle, dans les rêves du cinéma.